Voici la carte militaire du 21 avril 2025 avec comme information principale un cessez-le-feu qui a été décidé par Vladimir Poutine pour les fêtes de Pâques. Il a bien évidemment précisé que si le cessez-le-feu était brisé côté ukrainien et que pendant ce temps-là, les Ukrainiens tiraient sur les forces russes, bien entendu, répliqueraient. Alors il faut savoir que dans la nuit du 20 avril, juste après que Vladimir Poutine ait décrété un cessez-le-feu pour Pâques, les Ukrainiens ont fait une attaque absolument massive de 48 drones sur la Crimée, 900 drones envoyés partout hors Crimée, donc ça peut être en Russie, mais aussi sur le front, ainsi que 444 tirs d'obusiers et de mortiers. Voilà ce qui a été enregistré par le ministère de la Défense russe dans la nuit du 20 avril, donc juste après l'annonce de Vladimir Poutine. Alors, pour répliquer à cela, les Russes ont tiré assez massivement sur la ville de Soumy, de Dnipro et d'Odessa. Alors maintenant, le front sur le sud, il ne s'est rien passé de notable, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Là, dans l'oblast de Zaporojye, il y a eu une petite avancée russe ici, donc, et non pas ici, puisque les forces russes sont surtout ici. C'est pour ça qu'il y a eu une avancée la semaine dernière. Et normalement, tout le monde pense qu'ils vont se diriger vers la ville de Zaporojye ici. Donc voilà, petite avancée ici, mais rien de bien énorme. Sur Donetsk, c'est évidemment là qu'il se passe des choses. Donc là, concernant la petite ville de Shevchenko qui abrite une des plus grandes mines de lithium d'Ukraine, il ne s'est rien passé. Là, toujours les forces russes veulent prendre ce chapelet de ville puisque les forces russes s'y dirigent. Alors apparemment ils auraient pris cette ville-là, mais je n'ai pas de confirmation, donc je laisse ça comme ça. Là, il y a une avancée relativement importante vis-à-vis du front. Alors pourquoi relativement importante concernant le front? C'est parce que là, ils ont complètement nettoyé cette ville-là. Donc une ville qui était relativement bien gardée. Et donc ils avancent vers cette ville, c'est-à-dire Bagatiel. C'est ça la prochaine proie, on va dire, des Russes et non pas Oleksivka au nord. Donc ce sera Bagatir. Donc là, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je rappelle que les trois ronds jaunes ici avec les CH voulaient dire que c'était les mines de charbon de haute qualité d'Ukraine. Sur le sud de Paklovsk, ici, les Ukrainiens cherchent encore une fois à faire des assauts sur toute cette ligne de front. Donc, par Kotlinier a bien été reprise. Hein, j'avais mis déjà comme ça les lignes la semaine dernière, lundi dernier. Donc là, je confirme que Kotlinier a bien été complètement nettoyé. Oui, donc les Ukrainiens là essayent de faire des attaques, des offensives dans le sud de Paklovsk, évidemment en vain parce que ce sont des offensives légères, donc ça ne sert strictement à rien, comme je vous le dis chaque semaine. À quoi bon faire des petites offensives qui ne servent à rien, puisque même les grosses qu'ils ont fait les deux dernières, donc ici de ce côté-ci et de ce côté-ci, et très exactement, avec beaucoup d'hommes, se sont avérées vaines. Des offensives qui sont toujours vaines, alors avec peu de moyens, ils font quand même des attaques ici, alors que c'est ici que la défense russe est la plus puissante du front. Donc c'est complètement ridicule comme d'habitude. Normalement, un général, on va dire sensé, aurait concentré les forces à Paklovsk même,
tout en fortifiant énormément Paklovsk. Voilà, ça aurait été la logique si on voulait garder absolument Paklovsk. Bon, surtout qu'il y a quand même des lignes d'approvisionnement ici, des routes d'approvisionnement assez importantes. Mais bon, bref, comme vous le savez bien, pour ceux qui me suivent chaque semaine, la logique et la stratégie, ça fait pas partie du gouvernement ukrainien, c'est l'absurde et la communication uniquement. Donc là, il y a eu une grosse avancée russe, très très importante avancée russe dans cette région-là, donc à l'est de Pakrovsk. Vous pouvez voir que ce sont des avancées vraiment très importantes vis-à-vis du front. Là, les Russes ont fait une petite avancée ici. Donc, la semaine dernière, ils avaient fait une avancée majeure, absolument énorme, en allant très 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 vite, puisque ça s'est fait en un jour ou deux. Donc, il y avait vraiment personne, hein, puisqu'ils ont percé les lignes de défense de Toletsk et ils ont même avancé de ce côté-là. Peut-être vont-ils prendre cette ville d'Alexandro-Choulkinier. Nous allons voir, mais je pense qu'en même temps, ils vont essayer de prendre Plechivka, je pense. Ils vont pas laisser ça comme ça. Donc je pense qu'ils vont se diriger ici, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire, et une autre partie de l'armée va prendre cette ville-là afin de consolider le contrôle de cette route d'approvisionnement important pour les Ukrainiens. Hein, évidemment, le but, ce sera d'aller sur Kostiatynivka. Alors je suppose qu'une fois qu'ils auront nettoyé ici, je suppose qu'ils remonteront par la route ici, et qu'une autre partie prendra toutes ces villes-là en une sorte de chaudron. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, ici, il y a un chaudron tout à fait potentiel. Hein. C'est-à-dire refermé en tenaille comme ceci et comme cela, au sud et au nord. Là, ce serait, stratégiquement, ce serait la chose à faire. Donc, prendre ces deux villes-là, d'ailleurs, et une fois que ces deux villes-là seront prises, ainsi que Stupochki, là, au nord, je suppose qu'ils feront une tenaille, refermer le chaudron et nettoyer le chaudron ici. Alors, étonnamment, vous allez me dire, c'est étonnant, et qu'en est-il de Toletsk? Eh bien, Toletsk, et bien, le ministère de la Défense russe ne l'a toujours pas considéré comme prise. Donc bon bah ce qui prouve que bon bah le ministre de la Défense russe est très honnête et très intègre, c'est-à-dire qu'il attend que ça soit à 100% prise par les Russes. Ça veut dire qu'il doit y avoir encore des poches de quelques dizaines de soldats terrés dans un bunker ou je ne sais pas, dans des sous-bassements, des sous-sols, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce n'est officiellement toujours pas une ville considérée comme prise par les Russes. Tchassivial, ça n'avance toujours pas, bah pour les raisons que je vous dis chaque semaine. Je vous rappelle que Paklovsk, Toretsk, Tchassiviar, quoi, Toretsk, plus vraiment, hein. Toretsk a été laissé tomber par les Ukrainiens, mais il y a encore 2 semaines, Paklovsk, Toretsk et Tchassiviar étaient alimentés en permanence par des troupes fraîches. Donc là maintenant Toretsk c'est fini. Paklovsk est alimenté de manière extrême en troupes fraîches. Tchassivial un petit peu moins, mais toujours beaucoup. Et on a Kursk, mais on verra ça tout à l'heure. Je vous rappelle que Tchassiviar est le plus grand verrou stratégique du front. Et je vous rappelle que Paklovsk est le plus grand nœud logistique du front. Donc par ordre d'importance, maintenant c'est Paklovsk et Tchassiviar, Toretsk n'étant plus dans la course. Donc Tchassiviar, le plus grand verrou stratégique, puisque c'est ce qui permet ensuite de prendre Kostiatynivka, ensuite Kramatorsk et Slaviansk. Bien entendu. Donc là, vous pouvez voir Sivelsk où il y avait eu une grande avancée russe sur la carte militaire de lundi dernier, énorme avancée russe.
Là, les Russes, comme d'habitude, consolident, hein. Vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand les Russes font une grande avancée, ils s'arrêtent au bout d'un moment pour consolider. Une fois que c'est consolidé, hop, ils avancent à nouveau, ils consolident, ils avancent, etc. Voilà, contrairement aux Ukrainiens qui, eux, avancent tout ce qu'ils peuvent avancer, tant qu'il n'y a pas vraiment de grande résistance. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et une fois qu'ils arrivent à un point très très avancé, là ils se posent la question, ah, l'armement, la logistique, qu'en est-il? Voilà, bon, les Russes, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt avancer lentement, mais sûrement. C'est la méthode russe. Donc en gros, c'est la tortue contre le lièvre. Vous m'avez compris. Ici, il ne s'est rien passé. Dans le nord de Kupiansk, il ne s'est rien passé. Là, j'ai pas avancé les lignes, mais les Russes consolident énormément ici. Et le fait qu'ils consolident énormément ici, là, on est dans l'oblast de Kharkov, hein. Hein, vous voyez, là, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la carte, j'avais mis les frontières des oblasts ici. L'oblast de Kherson, l'oblast de Zaporojye, l'oblast de Donetsk et là l'oblast de Lugansk, hein. Non, c'était pour que ça soit un peu plus clair. Donc là, vous voyez que la ligne de front est très avancée par rapport à Lugansk. Là, on est dans l'oblast de Kharkov. Donc inutile de vous dire que, bon, vont-ils prendre l'oblast de Kharkov ou non? Je pense que maintenant, on a la réponse, étant donné l'énorme avancée russe dans l'oblast de Kharkov. Sans compter le front qui semble immuable de Vovchansk-Lipsy, ou Lipsy-Vovchansk, comme vous voudrez. Donc, alors là, c'est très très flou, hein. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait eu une avancée sur Vovchansk, mais j'ai toujours pas confirmation. Donc moi, tant que j'ai pas confirmation, je ne bouge pas les lignes. Donc là, le triangle rouge, c'est pour Veliki Vouglur. Eh bien, j'avais mis un triangle rouge parce que c'est un nœud logistique important. Évidemment, les nœuds logistiques importants, comme on l'a connu sur le front, n'existent plus. Il ne reste plus que Paklovsk. C'est terminé, hein, les multiples grandes cibles de nœuds logistiques que les Russes voudraient prendre n'existent plus. La seule exception, c'est Paklovsk. Une fois que Paklovsk sera prise, les grands nœuds logistiques auront complètement disparu. Donc là, je le mets en triangle rouge pour vous dire que c'est un nœud logistique d'une certaine importance, mais bon, très secondaire par rapport à ce que l'on a connu avant. Donc sur ce front-là, comme je le disais, il ne s'est rien passé. Sur Kursk, alors Kursk, vous voyez, pour toujours ceux qui me découvrent, j'avais mis ici les frontières de l'oblast de Soumy, afin que vous voyez où se trouve l'oblast de Soumy. La ville de Soumy, donc qui est la capitale de l'oblast, est ici. Et ce que vous voyez là, c'est la frontière russo-ukrainienne. Alors sur Kursk, les Russes ont fait encore une énorme avancée, comme je vous l'avais annoncé, hein. Je vous avais annoncé exactement ça la semaine dernière, où je vous avais dit qu'il ne restait plus que Gornal et que Zelensky était obsédé par Gornal, dont il savait que ça allait être le dernier point de résistance de Kursk. Je vous avais annoncé exactement ça la semaine dernière. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les Russes ont fait une énorme avancée et là les Ukrainiens sont en train de fortifier Gornal au maximum. Donc là il ne reste plus d'Ukrainiens à Kursk ici et une petite poche ici, mais bon, ils sont tellement peu nombreux ici que j'ai pas mis de symbole bleu. Les symboles bleus, c'est là où il y a vraiment, de manière notable, des militaires ukrainiens. Donc là, je le mets pas ici parce que là, il y a quasiment plus rien. Par contre, à Golnal, grosse concentration et plus secondairement dans cette petite zone qui reste donc Kursk, on peut considérer que c'est terminé.
Ne pas oublier ici, dans l'oblast de Belgorod, où il y a des résistances, dans ces minuscules points de zone ukrainienne à Belgorod, ils continuent à résister. Pourquoi ils continuent à résister, vous allez me dire, et que les Russes n'ont pas complètement pris ici Belgorod? C'est tout simplement parce que les Ukrainiens renforcent ici, bien évidemment, sachant que ici c'est un maillon un petit peu plus faible, même si la majorité des Ukrainiens est envoyée à Gornal, il y a quand même une partie qui sont envoyés ici, malgré tout, pour résister. Vous allez me dire à quoi bon, surtout que c'est en Russie. C'est absolument ridicule. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une anecdote qui est passée sur The New Voice of Ukraine, où on a quelques colonels et quelques commandants ukrainiens qui, alors il y a longtemps de cela, hein, attention, l'information que je vous donne n'est pas fraîche du tout. C'est quand des assauts ont été donnés sur Kursk et Belgorod, il y a des colonels, quelques colonels et quelques commandants ukrainiens qui ont refusé les ordres. Donc ils ont été démis de leurs fonctions car pour eux, combattre en Russie était illégal. Ça a fait un petit scandale en Ukraine. Et donc ces colonels et ces commandants ont été vus comme des semi-traîtres, entre guillemets, d'avoir refusé d'aller combattre les Russes en Russie en prétendant que c'était illégal. Zelensky avait dit que cette raison était ridicule et il les a démis de ses fonctions. Mais ça, ce que je viens de vous dire, ça s'est passé il y a vraiment longtemps, hein, il y a plusieurs mois. Donc j'y pense comme ça, donc je vous le dis. Bref, on peut voir que bah, les Russes, ils avancent toujours sur Soumy. Alors, ils avancent sur Soumy ici. Là, c'est la frontière russo-ukrainienne. Donc, tout ça, c'est soumis, hein. Donc là, vous voyez, les Russes ont fait une avancée ici, dans l'oblast de Soumy. Et donc, ce qui nous amène à une conclusion générale, c'est rare que je le fais, mais là, je vais le faire. Ben, vu comment ça se passe, là on peut se poser la question, est-ce que les Russes vont prendre l'oblast de Soumy? Sérieusement? Ou alors vont-ils à minima prendre Soumy, la ville principale de l'oblast? Parce que là, ça a l'air de se passer comme ça. Parce que faut se poser la question stratégiquement. Vous voyez que les Russes sont allés bien au-delà de la frontière. Et là, c'est ce qui apparemment va se passer. Alors je sais pas, vont-ils juste faire une zone tampon qui ferait une zone qui entourerait Soumy comme ça ou proche de Soumy, je ne le sais pas. Mais bon, vu comment ça se passe, et si on transpose les faits de ce qui se passe sur l'oblast de Kharkov, Kharkov étant considéré par les Russes comme un oblast russophone, je vous le rappelle. Donc Kharkov, là, d'après ce qu'on voit, il y a de fortes chances qu'il s'empare de l'oblast de Kharkov. Voilà, bon. Et puis peut-être même Dnipro et peut-être même euh, Nikolaïev et puis certainement Odessa. Mais bon, là, il y a déjà des forces russes à Kharkov, il y a déjà des forces russes à Soumy. Voilà, donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et sinon, résumé de la situation, donc je vous le répète une dernière fois, donc Vladimir Poutine a fait une intervention télévisuelle pour dire qu'il y aurait un cessez-le-feu du fait des fêtes de Pâques qui sont extrêmement importantes pour les Russes et qui normalement le sont normalement aussi pour les Ukrainiens. Et donc juste après cette intervention de Vladimir Poutine, il y a eu 48 drones d'attaque envoyés sur la Crimée par les Ukrainiens. Il y a eu 444 attaques par les Ukrainiens de mortiers et d'obusiers et 900 drones qui ont attaqué les Russes par les Ukrainiens pour le reste des endroits comme le front et la Russie même. 900 drones, hein.
Voilà, en 900 plus 48 hein, avec la Crimée. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que le cessez-le-feu, il n'a été décrété que du côté russe. Les Russes, d'après évidemment ce qu'ils disent, ils essayent de vraiment s'y tenir. Mais du côté ukrainien, évidemment, connaissant l'historique des Ukrainiens et leur mentalité, ça leur est tellement facile de continuer d'attaquer que les Russes répliquent, parce que c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine, et le fait que les Russes répliquent, les Ukrainiens ont le beau rôle en disant, bah regardez, ils ne respectent pas le cessez-le-feu, avec évidemment la collaboration totale des médias occidentaux, ça aide bien évidemment. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 21 avril 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.